top, c'est parti. Bonjour, chère Tidiane, à Dakar. J'espère que vous allez bien et que les préparatifs de la fête de Tabaski ne prennent pas trop de temps. Bonjour Maurice, à Madagascar. Effectivement, à Dakar, il fait un temps on ne peut plus chaud et peut-être aussi la Tabaski a augmenté cette température. Hein. Comme tu le sais, la préparation ou bien les préparatifs de la Tabaski sont toujours un problème à Dakar. Tout à fait. Je confirme. Je confirme. Très bien. Alors, Tout à très fait. rapidement, nous allons nous lancer aujourd'hui nos 4 sujets de l'actualité récente, hein. La situation en Russie, où il y a eu quand même une crise, même si elle n'a pas duré. Ensuite, il y a Oui, le tollé provoqué en France par les propos de Richard Ferrand dans une interview qu'il a accordée au Figaro, je pense. Et oui, au ensuite, il y a Figaro. les conclusions du dialogue national, puisque le président de la Voilà, République a reçu le rapport final. Donc, on va en le discuter. rapport, effectivement. D'accord, tout à fait, tout à Très fait. bien. Alors, sans plus tarder, je te Alors, propose le premier qu'on... point, oui, vas-y, pour le premier point. C'est ça. Alors, est-ce que Poutine va tomber? C'est la question que tout le monde s'est posée. Eh bien non, Poutine n'est pas encore tombé, mais ses jours sont comptés. La récente apparition de troupes en tenue militaire à Rostov le vendredi 23 juin au soir a semé le doute et tous se sont posé la question, mais qui sont ces hommes qui arborent un ruban adhésif argenté sur le bras droit et qui prennent le contrôle de cette grande ville russe qui compte approximativement 1 million d'habitants? Incertitude vite dissipée parce que Evgeny Prigogine, le chef de la milice Wagner, est apparu sur les lieux le lendemain à l'aube, posant entre 2 généraux de l'armée russe qui avaient été pris au piège. Entre l'homme d'affaires qui est devenu chef de guerre, Evgeny Prigogine, et le président russe, la proximité dépasse la simple tactique. Ça fait plus de 20 ans que ces deux hommes entretiennent des relations, ma foi, plutôt étroites, basées sur une espèce de deal mutuel, l'enrichissement pour l'un et le recours à une force hybride pour l'autre. Mais avant de constituer une menace, Evgeny Prigogine, qui est âgé de 62 ans, a toujours agi dans les zones d'ombre du pouvoir, une sphère que Vladimir Poutine apprécie particulièrement. Il faut rappeler que c'est un ancien agent du renseignement. Ce qui fait penser que la débâcle en fait, de Poutine n'est plus qu'une question de jours, c'est qu'au départ, les sanctions occidentales avaient renforcé Poutine grâce à l'envolée des cours du gaz et du pétrole, et puis de la dépendance aussi de l'Europe à ses ressources minières. Mais ça fait désormais partie du passé. Les revenus tirés par Moscou du gaz et du pétrole ont chuté de 51% au cours des premiers mois de cette année, alors que les dépenses militaires, quant à elles, augmentent. Alors, de manière mathématique, hein, le déficit se creuse, ce qui oblige la Russie à puiser dans ses réserves, qui étaient conséquentes quand même, hein. Et puis, il y a aussi le fait qu'on observe une baisse de la population active, parce qu'il y a plus de 300 jeunes de moins de 35 ans qui ont été mobilisés. C'est probablement la plus grosse mobilisation depuis, je pense, Octobre Rouge. Enfin, c'est une très grosse mobilisation. Et ça fait que ces 300 000 jeunes-là, ce sont des bras qui manquent dans les secteurs miniers et dans la métallurgie, ce qui fait que ces secteurs sont presque à l'arrêt. Mais depuis lors, Evgeny Prigogine et ses troupes se sont retirés. L'épisode n'a duré que 24 heures. Il se conclut de façon heureuse après un accord conclu entre le Kremlin et Prigogine a dit en fait qu'il voulait éviter un bain de sang russe. Les poursuites pénales que Poutine lui avait promises seront abandonnées. Aucun des combattants du groupe Wagner ne sera poursuivi, alors que le président Poutine avait juré de punir les traîtres, parlant même à la télé lors de son allocution de coups de poignard dans le dos. Espérons en tout cas pour lui que c'est une affaire qui est tournée, mais son autorité en a pris un sacré coup. Tout Voilà. à fait, tout à fait. Tout à fait, Maurice. Effectivement, il y a crise en Russie. Hein. On nous dit effectivement que un calme relatif est revenu depuis donc hier dimanche, au lendemain donc de la rébellion armée du groupe Wagner. Mhm. Effectivement, cette minuterie qui l'a menée à 400 km de Moscou et qui a fait des dégâts, il faut le dire aussi, hein, dans la région de Voronezh.
frontalière donc, de l'Ukraine, où le bilan officiel et partiel fait état d'une quinzaine de maisons et 10 000 mètres carrés de chaussées qui ont été détruits. Alors, cet événement, effectivement, a ébranlé le pouvoir de Moscou. Et aujourd'hui, plusieurs questions restent suspectes quant aux conséquences de ce coup de théâtre selon les experts. Effectivement, on nous dit aussi également que le convoi de Wagner s'était heurté dans la zone régulière. Tout à fait. Donc, sans que l'on donne des détails précis de cette hostilité avec l'armée. Alors, ni donc Wagner, ni l'armée russe n'ont à ce stade communiqué officiellement d'éventuelles victimes liées à ces affrontements. Tout à fait. Pendant ce temps, donc l'homme à la tête de cette rébellion, Evgeny Prigojine, n'a toujours donné signe de vie en Biélorussie, où le président Alexandre Loukachenko, dont la négociation est amenée à la retraite donc, du chef Wagner vers son pays, remonte plusieurs questions. Mais moi, mes questions, effectivement, reviennent en Afrique. Pour ce qui concerne donc l'Afrique, où Wagner a fait incursion en Centrafrique, au Mali, je pense qu'on sentira certainement un malaise par rapport à cette scission entre Poutine et quand on sait que la mission même de cette fraction armée ou bien bande armée, je ne sais pas comment on peut le nommer, n'a jamais été clair ou clarifié en Afrique. Tantôt, ce sont des instructeurs qui aident les armes à se donner du coffre ou à se doter de stratégie ou d'expérience. Tantôt, ce sont des militaires qui participent. Alors, donc, qui ont adopté donc Wagner sans pour autant l'affirmer officiellement, je pense aujourd'hui, cet état de fait va un peu donner un coup d'épée à ces pays-là qui pensaient que la Russie était véritablement une nation armée qui pouvait véritablement aider ces États à se sortir un peu, pour ne pas les citer, de l'emprise française. Est-ce que ça va se passer comme ça? On verra les jours à venir. Est-ce que entre Poutine et Prigojine, qu'est-ce qui va se passer réellement? Mais je pense que déjà, la Russie a véritablement donné une autre facette de son armée, une autre facette de sa puissance. Officiellement, vraiment touché en son sein. Officiellement, c'est d'ailleurs le casus belli, hein, la cause de leur désaccord serait dans le fait que la Russie a abandonné l'Afrique, au dire de Evgeny Prigojine, qui reproche en fait finalement aux dirigeants russes d'avoir promis monts et merveilles aux Africains et puis d'avoir laissé un peu le groupe Wagner se dépatouiller là-bas en récupérant au passage une partie de l'argent. Bon, gageons en tout cas que c'est une affaire qui va se régler heureusement, de façon heureuse, pour les pays qui ont fait ce choix-là. Effectivement. Il n'est pas inutile de rappeler que si la Russie est une puissance militaire, elle n'a le PIB que de l'Espagne. Et donc, c'est une puissance économique secondaire. Et il faut peut-être le rappeler pour ceux d'aventure qui voudraient faire le choix de sauter dans cette dynamique-là. Alors, on reproche d'ailleurs, et pour moi, c'est la transition toute trouvée avec la France, on reproche en fait, finalement au président Macron de vouloir fonctionner un peu comme les régimes autoritaires que sont la Russie, que sont la Chine,
avec l'histoire de... Alors, on l'appelle le troisième mandat, mais c'est... Alors, on ne sait pas encore s'il faut déjà parler de troisième mandat, mais ce qui est certain, c'est que Richard Ferrand, qui s'oppose à la limitation du mandat présidentiel dans le temps, il l'a rappelé dans une interview, et a souhaité qu'on revienne sur la réforme constitutionnelle de 2008 et a supprimé tout ce qui restreint la libre expression et la souveraineté populaire. Il a été, d'ailleurs, quand il dit ça, aujourd'hui, Roselyne Bachelot fait aussi une interview sur Le Figaro et elle soutient la réflexion globale. C'est quand même quelque chose de particulier. Elle soutient la réflexion globale sur les institutions qui a été lancée récemment par Richard Ferrand. Roselyne Bachelot, aujourd'hui, elle est députée macroniste et elle défend cette réflexion, affirme que tout le monde est d'accord pour une troisième candidature d'Emmanuel Macron, citant à la fois ceux qui veulent le réélire et ceux qui veulent le battre. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on n'est pas sûr, moi, personnellement en tout cas dans la situation actuelle, Macron n'a pas les moyens législatifs de conduire cette réforme-là. Parce qu'il faut, il le rappelait, qu'il faut 3/5, il faut une majorité qualifiée. S'il choisit la voie législative, ou il faut un référendum. Et je ne crois pas que dans la configuration politique actuelle, il ait les moyens politiques d'obtenir cette modification-là. Il s'y ajoute que s'il décidait d'y aller, je rappelle, c'est Nicolas Sarkozy qui a rajouté aussi cette limitation, parce que la France, jusqu'à il y a une période récente, ne limitait pas les mandats. Ne limitait pas les mandats. Donc, rien ne s'oppose, et c'est aussi ça la démocratie, rien ne s'oppose à ce que ceux qui ont l'initiative de la révision, notamment le président de la République ou les membres du Parlement, puissent initier des lois dans un sens ou dans l'autre en fonction de ce qui leur semble cohérent. Toutefois, l'histoire de Gaulle nous rappelle que quand on initie une révision constitutionnelle et qu'elle n'aboutit pas, la seule option qu'il nous reste en démocratie, eh bien, c'est la démission. Donc, j'espère qu'ils en tireront en tout cas toutes les conséquences qu'il faut. Oui, tout à fait. Moi, mon idée de ce troisième mandat en France, entre guillemets, effectivement, m'a un peu surpris. D'autant plus que le plus souvent, c'est dans nos États que ces débats-là se font le plus souvent, mais pas dans les grandes démocraties, même s'il n'y a pas eu limitation au départ, comme tu l'as dit, mais toujours traditionnellement, les présidents se limitent ou les politiques se limitent à 2 mandats. Alors, mais il faut dire que c'est une théorie aussi qui a été aussi brandie naguère par Nicolas Sarkozy, qui voulait aussi instaurer cette mesure dans la Constitution. Ça, il faut le rappeler aussi. Alors, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que Richard Ferrand, comme ça, tout de go, ancien président de l'Assemblée nationale, toujours très proche du pouvoir d'Emmanuel Macron, veuille embourber encore le pays de Marianne dans cette polémique de troisième mandat, quand il estime, c'est lui qui le dit à titre personnel, que les 2 mandats autorisés par la Constitution donc est contre la libre expression de la souveraineté populaire. Tout à fait. Donc, ça me fait un peu, voilà, un peu, je ne dirais pas un peu bizarre. Je pense que c'est une germination, moi je dirais une germination de monarque, parce qu'on ne peut pas, donc dans une France qui a toujours eu depuis très longtemps, comme on le dit, même si la Constitution ne disait pas au départ 2 mandats, je pense le seul qui a fait un mandat, en fait, que je connaisse récemment, c'était Hollande, qui n'a pas eu un deuxième mandat dans une période très, très récente. Je pense qu'il faut étouffer dans l'œuf avant qu'elle ne soit bébé éprouvette dans les pays comme les nôtres, qui ont des problèmes véritablement avec la Constitution. Si la France aujourd'hui se permet de ramener ce débat au devant de la scène, ça nous donne l'impression qu'il avalise aussi chez nous de telles discussions.
on ne va pas s'en sortir. Finalement, c'est tous les pays qui vont se lever pour dire, bon, mandat à gogo, il n'y a pas de limitation de mandat. Et puis, on sait aussi que nous, nos démocraties ne sont pas aussi solides que, aussi solides que celles de l'Occident. Étant entendu aussi qu'il faut s'entendre dans une démocratie pour limiter ou pas limiter. Mais nous avons choisi de limiter. Alors, quand on choisit de limiter, mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est une dérive autocratique, donc je pense, une contusion qu'il faut vite soigner. Et je pense que les réactions des hommes politiques, de certains hommes politiques, ont été un bon suppositoire pour arrêter cet état d'esprit. Je le pense. Mais c'est vrai, hein, vous avez tout à fait raison, cher Tidiane, de le rappeler, mais c'est une vraie question qui se pose. Ce n'est pas une affaire, de mon point de vue, hein, pour ou contre Macron, mais c'est une question institutionnelle de fond. Aujourd'hui, il y a deux écoles. Il y a deux écoles, simplement. Il y a ceux qui disent que ne pas pouvoir se représenter, ça libère un président de la République, parce qu'il n'a plus pour obsession de plaire, mais son seul souci, c'est d'agir. Et puis, inversement, il y a ceux qui pensent et qui redoutent ou qui constatent que si un président n'a pas la possibilité de se représenter, il perd de facto son autorité politique. Parce que les gens se disent, il ne peut rien nous imposer, puisque de toute façon, il ne sera plus là après. Et c'est aussi cette double détente-là qu'il y a dans la réflexion qui fait qu'il n'est pas inutile en démocratie que des sujets comme cela se posent. À partir du bout, à la fin du processus, c'est quand même le peuple qui doit décider de qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut enlever la limitation des mandats ou est-ce qu'il veut que cette limitation-là perdure et à partir de ce moment-là, vox populi, vox dei. Espérons qu'ils n'iront pas jusqu'au bout, mais s'ils y allaient, je pense que la démocratie nous donne quand même des mécanismes pour sortir de tout ça par le haut. Mais ce sujet aussi est un sujet connexe au dialogue politique au Sénégal. Et d'ailleurs, c'est notre dernier sujet d'actualité de cette semaine. C'est que le rapport du dialogue politique est sorti. Et de mon point de vue, le Sénégal est assurément une grande démocratie de ce point de vue-là. Un dialogue national qui a pris racine il y a environ 3 semaines, et cette discussion s'est déroulée entre le gouvernement, les partis d'opposition, la société civile, les organes de contrôle électoral, et puis les médias. Et ensemble, ils ont tous plongé dans les profondeurs de la vie politique, de la vie nationale, pour donner une nouvelle orientation à notre projet de société. Mais la réforme électorale, ce n'est qu'une partie du récit. La partie politique de ce dialogue-là est celle qui a occupé et qui a un peu parasité l'ensemble du débat, puisque c'est ce que tout le monde attend. Mais le dialogue national s'est aussi étendu aux questions sociales, économiques, aux droits de l'homme, à la gouvernance. Et il s'est déployé un peu, de mon point de vue, comme un livre ouvert, invitant chaque acteur à y inscrire sa voix et à façonner l'histoire de la nation. Mais quels sont les fruits de ce dialogue? À quoi est-on parvenu? Eh bien, normalement, on a un processus électoral qui est modernisé, où on a enlevé en tout cas les questions qui fâchent. Questions qui fâchent avec le parrainage qui se transforme structurellement. Aujourd'hui, le parrainage, il pourra être un parrainage des élus, avec, je crois que le nombre a été annoncé de 13 députés. Ça pose quand même des questions pour ceux qui n'ont pas 13 députés. Mais ça pose aussi la possibilité que plusieurs candidats pourraient, avec cette mécanique-là, rentrer à nouveau dans le jeu électoral. L'inclusion en termes d'éligibilité des candidats qui jusque-là n'avaient pas la possibilité de participer, je pense notamment à Karim Ouad et à Khalifa Sall, pourraient participer à ces élections-là, sous réserve évidemment que le projet de loi soit voté et que les réformes soient faites comme il faut. Mais le projet n'a pas été sentencé. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été évoquées. Le sujet du 3e mandat, malheureusement, n'a pas été évoqué. Je trouve que la formule qui a été employée, c'était de dire il faut respecter la Constitution, mais ça ne nous avance pas, ça ne fait pas avancer le schmilblick de dire ça. Bon, donc cette question-là, je pense quand même qu'il y avait un peu
de tartufferie dessus et on aurait pu être beaucoup plus clair dessus. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mon cher Tidiane. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison de parler de questions qui n'ont pas été abordées, telles que la question, mais aussi de cette jeunesse-là. Moi j'ai l'impression aussi, en regardant tous ces participants qui ont la scène dans l'impression que la jeunesse n'a pas été, disons, prise en compte. Hein. Quand je regarde un peu tous ceux qui, voilà, tous ceux qui ont eu des responsabilités dans ce dialogue-là, j'ai Il nous pas reste 9 vu. minutes, hein? Peut-être juste pour votre Oui, gouverne. Il nous reste 9 minutes. voilà. 9 minutes, voilà. J'ai pas vu un peu la représentation de cette jeunesse-là qui a été un peu, disons, aujourd'hui dans les combats, hein, même de l'opposition ou du pouvoir, qui a été dans les combats pour un Sénégal de demain vu autrement. Parce que si vous regardez un peu, il y a le doyen Moussa Fagnas, il y a Angélique Savané, donc tous ces gens-là qui ont été des présidents de commission, je n'ai pas vu la jeunesse. Je ne sais pas trop si c'est parce que peut-être je n'ai pas vu la commission environnementale et autres, mais je n'ai pas vu la jeunesse. Et c'est important aujourd'hui d'impliquer la jeunesse dans ce cadre-là. Oui. Je vais juste rappeler rapidement que la commission Oui. jeunesse emploi était présidée par le docteur Philippe Abraham Tin, qui Oui. était au dialogue au titre de la représentation de l'Église catholique. Il est très jeune aussi. OK. Il est le président du Conseil Très jeune. national. Oui, et il a travaillé D'accord. avec, en tout cas sur les questions, c'est lui qui a géré cette partie-là. D'accord. Mais il n'est pas politique, on est D'accord. d'accord. Il n'est pas politique du Il tout. n'est pas politique, d'accord. Mais je crois savoir, donc il fallait vraiment des gens politiques parce que c'était ça le problème. C'était un problème politique qu'il fallait régler. Parce que quoi qu'on dise, le plus important dans ce, je ne dis pas que les autres ne sont pas importants, mais aujourd'hui, ce qui a plombé un peu le Sénégal, c'est les questions politiques. Hein? C'est les questions politiques, quoi qu'on dise. La question de Ousmane Sonko, je pense, même s'il a été absent, il ne voulait pas se présenter, mais il fallait que quelque part, qu'on le dise parce que ça fait partie comment dire, des problèmes qui plombent le Sénégal. On ne peut pas l'écarter parce que c'est pas parce que Sonko n'en veut pas qu'il faut aussi ne pas en parler parce que le problème reste toujours entier. Hein, le problème reste toujours entier. Moi, je pense qu'il fallait en parler. Deuxièmement, le troisième mandat, il fallait en parler, même si la Constitution, on attend la Constitution. Macky Sall, au départ, quand il voulait qu'on en parle, mais il n'a pas attendu la Constitution, c'est lui son vœu. Donc, il fallait aussi qu'ils en parlent pour dire, voilà notre position, voilà ma position sur ce problème-là, sur ce troisième mandat-là. Mais maintenant, attendons, puisqu'il nous dit qu'après la Tabaski, il va en parler, mais attendons de voir. Mais je crois qu'effectivement, il faut qu'il se prononce là-dessus une bonne fois pour toutes, pour que les gens se libèrent. Donc, on ne peut pas dire ni oui ni non, et après je peux me présenter, ne pas me présenter, attendez de voir, mais jusqu'à quand? Il faut quand même qu'ils se décident pour dire aux Sénégalais, voilà ce que je pense de ma candidature et que les gens se libèrent. Qu'il y va ou qu'il n'y va pas, chacun saura les prochains mois comment il pourra se gérer lui-même et gérer aussi pour que le Sénégalais lambda puisse trouver un peu son dynamisme dans cette politique qui, un peu, ma foi, rend flou notre démarche pour un Sénégal meilleur. Mais vous touchez du doigt un intéressant sujet, c'est que si, et d'ailleurs, je continue de penser que Macky Sall est quand même un homme politique hors norme dans l'histoire politique. Tout à fait, ça on peut en convenir. Absolument, parce qu'en réussissant ce dialogue politique, il réalise deux questions. S'il n'y avait pas eu de dialogue politique national, dès août, il aurait été obligé, par le mécanisme du parrainage, de nous dire qu'il est candidat. Or, avec cette nouvelle stratégie qui fait que 13 députés suffisent pour porter une candidature, il n'est plus obligé d'aller chercher les parrainages. Et donc, ça reporte à décembre, finalement, le moment où on saura si Macky sera candidat ou pas. Et ça lui laisse plus de temps aussi pour ratisser large,
pour négocier, pour obtenir des consensus et éventuellement se présenter. Donc, c'était adroit. Je trouvais que c'était adroit, en tout cas, cette partie-là. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, attendons, puisqu'il dit la Tabaski, Ce n'est pas attendons très loin. qu'il nous donne un bon DNL, mais moi, Absolument. j'aurai voilà, un bon DNL qui va libérer tout le Sénégal et C'est qui, ça. comment dirais-je, qui fera qu'il sorte par la grande porte. Moi, c'est tout le souhait Oui, que vraiment que je souhaite à tous les Sénégalais. Macky Sall n'a qu'à se prononcer positivement, c'est puisque ça. les gens, comme il l'a dit, n'a qu'à respecter sa parole. Et C'est ça. puis, voilà. Et C'est ça. puis, que le Sénégal mène sa politique autrement avec d'autres candidats, ou bien le candidat qu'il voudra que l'APR mette sur pied Absolument. pour 2024. C'est ça. Peut-être regretter aussi que finalement l'opposition la plus radicale ait manqué à ce dialogue-là. Parce que finalement, Oui. oui, parce que le vrai problème, c'est que quand on n'est pas là où on délibère, on Oui. est forcément sanctionné par défaut de notre absence. La politique de la chaise vide ne paye pas. Et de mon point de vue, c'est aussi la jeunesse et le caractère radical. Mais la rue n'a jamais permis de prendre le pouvoir, jamais. Sauf à ce qu'on aboutisse à une révolution ou quelque chose de ce type-là. Oui. Donc c'est un peu dommage. La révolution. Oui. Quand on a un groupe politique aussi fort à l'Assemblée nationale, on ne doit pas être laissé pour compte quand il y a une conversation de cette envergure-là. Et c'est peut-être ce qu'il faut regretter. Et j'espère que le vœu, en tout cas, du président de la République d'avoir des élections apaisées sera un vœu que le Seigneur des mondes, et dans le cadre de votre tabaski, vous pourrez peut-être prier pour nous, prier pour le Merci. Sénégal, pour que on ait des élections effectivement apaisées pour un vrai développement socio-économique. Voilà. Je le pense, je le pense. Je le pense, donc, effectivement, souhaitons que cette Tabaski qui déjà est là puisse apporter à ce Sénégal-là tous les bons souhaits qu'il a toujours donc, prié pour un Sénégal meilleur, pour comment dirais-je, une démocratie encore renforcée, parce que c'est de là qu'il s'agit, et pour que la politique ne soit pas vraiment une politique de rue, mais une politique vraiment où tout le monde se retrouve, où tout le monde vraiment apporte un peu de sa science, apporte un peu de son savoir-faire, mais pas comme dans un ring où les gens se donnent des coups, où le sang coule. Ça, c'est des choses à ne pas souhaiter et que s'il y a sang, que le sang coule seulement, s'arrête de couler juste Absolument. après à la Tabaski et Absolument. que ce sang-là voilà, vraiment ne vienne pas d'ailleurs, quoi. Donc, Absolument. c'est tout le souhait que je formule à l'endroit de nos concitoyens et de nos tractonautes qui nous écoutent depuis quelque temps. Et voilà, c'est mon point de vue et Absolument. c'est mon dernier mot D'accord. pour ce jour. Bon Tabaski à tout le monde. Et ce Bonne qui fête de Tabaski. se fête à Madagascar. Hein? Oui, Bon il y a une Tabaski aussi à communauté musulmane. Madagascar. Oui, il y a Hein? une communauté musulmane ici qui est Oui. plutôt importante, hein, qui est de plus en plus importante, me dit-on. Et Ok. je n'ai pas de doute que ce sera fêté ici aussi. Bonne fête de Tabaski à tout Merci. le monde. Merci, Allez. Maurice. À bientôt.